Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la grosse review de WWE WrestleMania 40 XL, peut-être même XXL, avec évidemment beaucoup de choses qui se sont passées lors de ce Mania, historique ou pas, hein, on pourra en débattre. Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais réagir, vous donner mes avis, ce que j'en ai pensé, mes notes, comme d'habitude. Si vous commencez à en avoir l'habitude, si vous me suivez un petit peu. Bref, on va revenir sur l'événement, par ordre chronologique bien sûr, et je donnerai une note à chacun des shows, et je donnerai ensuite une note globale. Je le fais maintenant à chaque fois, hein, maintenant que Mania est sur 2 nuits. Je vais à présent vous présenter le poster du show, hein, avec les notes que j'ai données aux 2 nuits, ainsi que la note globale de ce Mania Weekend, avant de vous présenter, hein, les graphiques avec toutes les notes dans le détail. Voici d'abord le poster. Voilà, donc j'ai donné, vous voyez, à côté de la nuit 1, j'ai mis un 3,25. Voilà, la note est pas extraordinaire. Et en revanche, la note est bien plus haute pour le dimanche, à savoir un 4 étoiles. Et lorsque je combine un peu tout ça, alors c'est pas la moyenne parfaite, hein, sinon on serait sur un 3,625, mais il a fallu que je tranche. Je suis quand même parti sur une moyenne haute à 3 étoiles 75, donc c'est la note finale que j'ai donnée à ce pay-per-view. Très franchement, je ne pense pas qu'il s'agissait du plus grand mania de tous les temps, hein, malgré tout ce qu'on nous a vendu, mais d'un point de vue, j'irais plus symbolique, il est sans doute parmi les meilleurs, car il ouvre la voie vers la nouvelle ère annoncée par Triple H, hein, en tout début de nuit 1. Et comme j'ai pu le dire ces derniers temps, c'est aussi un mania qui fait la part belle à la patience, un mot clé, hein, qui semble si cher à Triple H, d'où le titre, hein, de Patience-Era sur ma vignette, qui me semble bien résumer tout ce Mania Weekend. Sami Zayn détrône un champion intercontinental d'exception après 2 ans sans avoir obtenu de titre en solo. Bayley retrouve enfin les sommets après notamment une année blanche due à une grave blessure. Damien Priest arrive enfin à cacher victorieusement sa mallette en obtenant le tout premier titre de champion du monde de sa carrière chez WWE. Et enfin, Cody Rhodes aura dû attendre 2 ans, hein, pour décrocher un titre mondial chez WWE, le premier de la dynastie des Rhodes. On pourrait aussi parler d'un show historique dans la mesure où, pour la première fois depuis 4 ans que Mania est sur 2 nuits, on peut, je pense, considérer que la nuit 2 fut meilleure que la nuit 1. Ça, c'est la première fois qu'on voit ça. Beaucoup plus de matchs furent assez tiédasses quand même, voire évitables lors de la nuit 1, tandis que la nuit 2 a fait un quasi sans faute, je dirais, avec un opener déjà fort en émotions diverses, et 3 derniers matchs de très bonne facture. Une nuit 2 qui se démarque aussi par davantage de place laissée aux fanservice, hein, entre Bubba Ray Dudley, Le Rock, Taker, Cena et Rollins en mode Shield. Pas un Mania qui aura particulièrement brillé en termes de stage, hein, ou d'entrée. Un stage certes beau, hein, dans l'ensemble, mais qui ne m'a pas paru aussi beau et soigné que l'an dernier, hein, notamment. Les entrées furent globalement sages, et seule celle de Rollins arrive vraiment à se démarquer des autres, de par son côté très décalé. Un show aussi très marqué autour des sponsors, hein, avec un sponsor différent pour chaque match. Bon, ça faisait beaucoup, je trouve. La production, en revanche, était très soignée, à l'image de ce qu'on peut voir en weekly, hein, depuis quelques temps, avec de superbes images, hein, proposées lors de la présentation des champions et des challengers. On ne notera pas énormément de segments spéciaux, comme on a pu souvent le voir à Mania. Les matchs sont globalement enchaînés, et l'on retiendra essentiellement le long plan séquence autour de Sami Zayn avant son match face à Gunther, et bien entendu toute la séquence du cash-in de Priest. Certains vont se reposer, je pense à Rollins et Reigns, et d'autres vont pouvoir monter en puissance, hein, comme JD McDonough, DIY, New Cash Republic, les Creed Brothers, Bronson Reed, Tiffany Stratton, Jet Cargill, Carmelo Hayes, Braun Breaker, hein, pour ne citer que. Une édition de Mania qui aura mieux suggéré l'équilibre, hein, sur les 2 nuits, entre les moments de bonheur et les moments hit, contrairement à l'an dernier. Ils n'auront pas non plus oublié de récompenser les bosseurs, hein, qu'on n'a pas l'habitude de voir briller, comme R-Truth, qui aura obtenu sa première victoire à Mania à 52 ans. C'est aussi ça, la magie de Mania. Bref, si Mania avait plutôt mal commencé après la nuit 1, la nuit 2 a su bien rétablir l'équilibre, en dépit d'une carte qui me hypait bien moins, hein, que celle de la nuit 1, en tout cas sur le papier. Les choix de vainqueurs furent globalement les bons et étaient prévisibles, hein, malgré 2-3 critiques que j'émettrai plus tard.
Peut-être que ce Mania a pêché quelque peu au niveau des résultats surprises et qu'on s'est contenté ici de donner la victoire à ceux qui soit le méritaient, soit était juste un choix de booking allant dans la cohérence des différentes storylines en place. Le cash-in de Priest a cependant été plutôt bien réalisé, hein, on y reviendra plus tard. Voilà, maintenant je vais passer au graphique, hein, avec les deux notes, enfin les notes des deux shows dans le détail des matchs et dans l'ordre d'apparition des matchs. On va commencer par la nuit 1, la voici. Donc je rappelle la note globale de la nuit 1, 3 étoiles et quart. En ce qui concerne les matchs, Ripley contre Lynch, 3 étoiles 75. Le Six Pack Ladder match, même note, 3,75. Ray et Andrade contre Dominique et Escobar, 3 étoiles et quart. 2 étoiles seulement pour le Jimmy contre Jey Uso. Belair Cargill Naomi contre Damage Control, 2 étoiles et demie. Gunther contre Sami Zayn, 4 étoiles et quart. Le meilleur match de la nuit 1 selon moi. Et enfin, Cody Rhodes et Seth Rollins contre Reigns et le Rock, 3 étoiles et demie. Et on va passer maintenant aux notes de la nuit 2 de la même façon. Voici donc le visuel, 4 étoiles donc pour rappel pour la nuit 2, et dans le détail, McIntyre contre Rollins, 3 étoiles 75, The Pride contre le Final Testament, 2 étoiles 25, Styles contre LA Knight, 3 étoiles 25, Logan Paul contre Owen Orton, 4 étoiles, Bayley contre Sky, 4 étoiles 25, et Reigns contre Rhodes, 4 étoiles et demie. Et on voit quand même qu'il y a une belle progression hein, dans les courbes, en tout cas sur le graphique là, entre le milieu et la fin de show. Ça progresse petit à petit, donc c'est quand même plutôt encourageant. Voilà, maintenant on va aller dans le détail de chacun des matchs. On va revenir donc d'abord sur la nuit 1 et l'opener. Il s'agissait de Rhea Ripley contre Becky Lynch. La note donc que j'avais donnée était de 3 étoiles 75. On peut souligner qu'il y avait de belles entrées hein, des deux côtés, qui n'avaient rien à voir l'une et l'autre, mais voilà, bon, on continue de vendre l'autobiographie de Becky Lynch, hein, ça on avait bien compris qu'elle avait un bouquin, ça c'est sûr, hein, clair et net. C'était plutôt bien réalisé, les fringues avec les petites écritures marquées partout avec quelques éléments de son livre, voilà, c'était plutôt sympa, et plutôt un concert là vraiment de Rhea Ripley avec son groupe favori, hein, qu'elle côtoie le chanteur depuis très longtemps. C'était du live, c'était sympa. Voilà, ça c'était du classique, mais voilà, moi j'ai plutôt bien aimé. En tout cas, chapeau hein, à Becky Lynch, hein, car Michael Cole et Corey Graves nous ont informé hein, dès le début du match que Becky a été malade toute la semaine et qu'elle souffre d'une angine et qu'elle a carrément 39 de fièvre. Donc quand même, hein, chapeau à elle. J'ai eu peur au début quand même hein, de ce match parce que le public était sans doute encore un peu frigorifié et on a un match qui a du mal à démarrer. À tel point que quelques minutes plus tard, Becky lève le bras hein, pour demander au public de se réveiller. Mais bon, l'ambiance a commencé à monter quand même enfin après les deux kick-outs sur les deux finishers de l'une et de l'autre, à savoir le Manhandle Slam et le Riptide. Hein, chose qui arrive assez rarement d'ailleurs, hein, car ce sont deux finishers assez protégés dans l'ensemble. Après le match prend sa vitesse de croisière et devient vraiment intéressant et prenant. Hein. Becky tente son disarmeur mais sans succès, réapporte une chaise électrique à l'extérieur, puis un frog splash à la manière d'Eddie Guerrero, et enfin portera un premier riptide dans le coin, suivi d'un deuxième, pour la victoire. Ben voilà, une victoire finalement clean de chez Clean pour Rhea. J'en étais pas certain hein, lorsque j'ai fait mes pronos, mais ça permet au moins de faire franchir un palier supplémentaire à Rhea comme étant la plus grande catcheuse actuelle chez VVE en termes d'importance et de domination. Mami est donc always on top. Une revanche n'est pas impossible, hein, mais je pense pas avant SummerSlam. Le temps pour Becky de se reconstruire avec un autre état d'esprit, plus conquérant, voire une autre stratégie. Ça sera peut-être un peu dans l'esprit de ce qu'a fait Sami Zayn, hein, on verra. En tout cas, le match fut plaisant dans l'ensemble. Ça catche bien. Les near falls sur les finishers ont bien fonctionné auprès du public. Mais je reste quand même un poil sur ma faim, malgré tout. J'aurais réclamé davantage de temps pour donner à ce match l'epicness nécessaire. Mais voilà, peut-être que l'état de Becky ne permettait pas d'en faire plus. Il faut aussi en tenir compte et être quand même un petit peu indulgent. Ce match est un bon ton quand même en dessous de celui du Rhea Charlotte de l'an dernier, à mon sens, mais ça reste tout de même un très bon match féminin, probablement l'un des meilleurs de l'année du côté des femmes dans le main roster pour le moment. Résultat que j'avais aussi pronostiqué et qui me paraît logique. Un an de règne pour Rhea, va falloir encore compter sur elle hein, pendant encore plusieurs mois je pense. Le Judgment Day aura déjà au moins l'assurance de ne pas finir bredouille du pay-per-view à ce moment-là du show. Liv Morgan hein, risque à mon avis d'être la prochaine challengeuse, vu qu'il y a encore de l'unfinished business.
Ils avaient quand même protégé ça, et on attendra peut-être des filles comme Alexa Bliss, Shayna Baszler, Carmella, voire des filles actuelles de SmackDown pour venir jouer les challengers de transition en attendant la rédemption de Becky cet été, car Triple H a évoqué une draft d'ici un mois seulement lors du podcast de Logan Paul. Donc on peut tout à fait voir des challengers pour Rhea Ripley, et ce sera peut-être du Jet Cargill par exemple. Il pourrait y avoir du lourd pour Rhea Ripley, ou même une Io Sky par exemple. Voilà, maintenant on va passer au match suivant. Le Six Pack Ladder Match, donc comptant pour les titres Undisputed Tag Team. 3 étoiles 75 pour la note. Un élément important que je n'avais pas mentionné durant mes pronos, et qui a même été confirmé par Michael Cole lors du dernier Raw, c'est que le match ne se finira que lorsque les deux paires de ceintures auront été récupérées, ce qui teasait forcément un split de ceinture évident. C'est quelque chose qui est beaucoup revenu ces dernières semaines. Je sais pas qui était le premier à parler de ça, mais c'est vrai que j'ai vu souvent cette rumeur sortir. J'ai pas eu l'impression que ça venait des dirt sheets, mais plus des fans. Donc je sais pas comment c'est venu, et puisque finalement ça a vraiment eu lieu, et je trouvais ça un peu fantaisiste, j'osais pas trop y croire. Mais finalement, bon, mais on est bien parti sur le split. En tout cas, ça donne le fait de faire ce split, au moins ça donnera de la compétition à toutes les équipes. Donc je ne suis pas contre ce choix personnellement. Il y avait eu aussi une rumeur de remplacement de Waller et Theory par les Pretty Deadly pour une raison inconnue. Finalement, bon, ben rien n'a changé, mais il faut toujours se méfier quand même des news du One notamment. Petite déception sur le cosplay quand même des New Day. Pas dommage à Toriyama. Mais bon, on aura eu Apollo Creed et Rocky. Ça pouvait aussi avoir du sens à Philadelphie, d'autant que ça rappelle aussi la gimmick de Consequences Creed que Woods avait chez NWA Anarchy, et aussi à la TNA, il faut s'en souvenir. Des petits problèmes techniques avant même l'entrée des catcheurs, puisqu'on verra le Titantron de DIY, alors que Samantha Irvin était encore en train d'expliquer les règles. Puis bah on verra aussi New Catch Republic arriver avec le Titantron d'Awesome Truth. Bref, déjà du pain béni pour Botchamania. DIY en cosplay de la DX, c'était fun. Ça rappelle forcément le quiproquo autour de d'R-Truth. Pas de 7ème équipe, surprise, en mode Hardy Boys. En tout cas, ça aurait pu être le cas, mais avec 12 hommes déjà présents, je pense que cela suffisait amplement. Les deux paires de ceintures sont tout de même bien espacées, ce qui empêchait clairement la possibilité d'avoir la même équipe prenant les 4 ceintures à la fois. Alors il faut avoir une envergure de bras exceptionnelle, ce qui confirmait alors définitivement le split des titres tag. Comme je l'avais évoqué dans ma vidéo prono, Tyler Bate aura bien porté son airplane spin avec l'échelle à la manière de Terry Funk, c'était un truc auquel on pouvait s'attendre. R-Truth nous aura à nouveau fait le coup du hot tag comme au Rumble, c'était fun, même si ça manquait quand même d'originalité pour le coup, mais ça marche toujours aussi bien auprès du public, tout comme son passage en mode Cena qui s'en est suivi. La petite différence cependant, c'est que Truth aura aussi tenté un tombé, c'était plutôt drôle aussi. Petite critique aussi sur le fait que Gargano porte un Switch in Music en hommage à Shawn Michaels, bien entendu, et que Ciampa va enchaîner, non pas avec un pedigree hommage à Triple H, mais avec son propre move, son Fairy Tail Ending, ce qui n'empêchera pas malgré tout Michael Cole de dire qu'il s'agit d'un pedigree. Non en fait, non, c'est pas un hommage à Triple H du coup. Bon, c'est un peu raté sur ce coup-là. C'est pas bien grave en soi, mais c'est quand même, j'ai trouvé ça dommage de ne pas avoir poussé le délire jusqu'au bout. La prise des titres de SmackDown par Waller et Theory était franchement torchée, et pour une fois, on pourra pas se plaindre qu'un catcheur grimpe une échelle comme un escargot, Waller ayant été ici hyper efficace dans l'ascension de l'échelle. Ça peut surprendre à première vue, mais c'était la seule équipe de SmackDown avec New Catch Republic, et comme du côté de Raw, on était aussi quasi assuré d'avoir une victoire face, ça semblait logique qu'une team heel s'impose du côté de SmackDown, histoire de ne pas avoir un double résultat 100% hit ou bien 100% feel good. Juste après, on voit que Theory était parti pour aller chercher les ceintures d'Euro, ce qui confirmait qu'une seule et même équipe pouvait très bien gagner les 4 titres, mais vu la stipulation, ça aurait été une énorme connerie que ça ait lieu, et je n'envisageais pas ce scénario une seule seconde. Tout le charme du match va surtout reposer sur l'équipe qui prendra les titres d'Euro. La grosse powerbomb des New Catch Republic sur Waller sur une échelle, ainsi que le double Burning Hammer sur Theory vendront peut-être déjà une première feud à SmackDown autour des titres tag. Les premiers chants EC-Dub tant attendus auront enfin résonné lorsque DIY auront eu l'idée d'aller chercher des tables sous le ring.
Le tornado DDT de Gargano sur Pete Dunne directement sur une table à l'extérieur était assez impressionnant à voir et même à entendre. Et que dire de l'énorme Air Raid Crash de Ciampa sur Bate depuis le haut d'une échelle. C'était super spectaculaire et le public a beaucoup apprécié. JD McDonough arrive alors pour briser les espoirs de Truth qui était alors seul dans le ring. On notera ici que JD McDonough a fait un super boulot car il avait aussi éliminé Ricochet de la bataille royale d'André le Géant la veille à SmackDown. Il va aussi ramener Balor au pied d'une échelle pour le pousser à monter. Les New Day balanceront alors l'échelle de façon à faire tomber JD McDonough sur une table à l'extérieur pour un autre gros spot de ce match. Bonne prise de risque ensuite avec un duel entre le Miz et Priest sur une échelle dont le pied était devenu très bancal, ce qui empêcha alors Priest de bien réaliser son South of Heaven. Priest a vite compris et alors balancé l'échelle à l'extérieur. C'est là que de façon aussi bizarre que drôle, on voit Truth donner à Priest une autre échelle. Et Michael Cole a bien su rebondir en disant qu'il s'agissait sans doute d'un flashback de l'époque où Truth faisait encore partie du Judgment Day. Très bonne improvisation en tout cas de la part de Michael Cole. Truth balancera alors Priest à l'extérieur avec un double A. Et le moment qui suivra m'aura bien énervé tellement il aura duré des heures avec un Truth qui ne monte pas l'échelle alors qu'il est seul dans le ring et ça prend des plombes. J'ai même eu peur qu'il s'accroche tout seul au mousqueton, les deux pieds dans le vide. Mais heureusement pour lui, il prendra bien les deux ceintures, ce qui lui permettra de gagner pour la première fois un match à Mania et d'avoir son WrestleMania Moment tant attendu à l'âge de 52 ans et de devenir champion tag team de la WWE pour la deuxième fois de sa carrière, la dernière fois datant de 2012 avec Kofi Kingston. 12 ans d'attente, c'est quand même un très beau moment pour lui, et un résultat aussi bien mérité que logique. C'était le choix de vainqueur le plus probable, et même si je ne suis pas fan d'Awesome Truth, faut aussi penser à ce genre de petits moments lorsque l'on est à Mania. Leur règne ne sera sans doute pas bien long, mais ça ne mange pas de pain, et comme je l'ai répété à plusieurs reprises, je ne voyais pas l'intérêt de la storyline de Truth dans le Judgment Day si ce n'était pas pour avoir un vrai payoff à l'arrivée, et là au moins on l'aura eu, et tout cela avait donc au moins un objectif. Concernant le match, je me suis globalement bien amusé, c'était fun, on a eu plusieurs spots spectaculaires, tout le monde n'a pas forcément beaucoup brillé, je pense notamment à Finn Balor, à Theory, Waller, le Miz et même le New Day, dont j'attendais bien plus dans ce genre de stipu. L'absence de chaise est également un petit manque pour moi, histoire de rendre totalement hommage au TLC match entre les Hardys, les Dudleys et Edge et Christian, dans la ville de l'extrême. Mais un beau travail de mise en avant pour les nouveaux du main roster, comme DIY, New Catch Republic et JD McDonough. Dommage que la première prise de titre fut si torchée, comme si les titres de SmackDown étaient déjà secondaires, comparativement à Raw. Je ne suis pas fan de cette stipulation en tout cas, car elle est très confuse, même si on ne risque pas de la voir de sitôt, vu que le but ici était juste de splitter les titres. Espérons à présent qu'il change le design des deux titres tag, car je n'en peux plus de ces ceintures rouges et bleues dégueulasses. Ça fait bien trop longtemps que ça dure, et il est grand temps que ça change. 3 étoiles 75 donc pour ce match globalement fun, et pour le moment on assiste à un assez agréable show, et l'on se dit alors que la nuit 1 de Mania part encore pour tenir ses promesses. Du moins en théorie, sans jeu de mots. On va passer au match suivant. Rey Mysterio et Andrade contre Dominic Mysterio et Santos Escobar. 3 étoiles écart pour la note. Changement de programme. Dragon Lee a été attaqué à SmackDown. Carlito était auprès de lui, mais voilà, on n'en sait pas plus sur l'agresseur. Tandis que de façon plus que surprenante, Andrade va déjà turner face à SmackDown, là, en s'en prenant à Dominic et Andrade. En s'en prenant à Dominic et à Santos Escobar. On apprendra ensuite que Dragon Lee ne sera pas apte pour Mania, et on comprend assez vite qu'Andrade va le remplacer. Sans doute que Dragon Lee est réellement blessé, ce qui explique ce changement de plan à la dernière minute. Sinon, ça serait dégueulasse pour Dragon Lee, et puis ça n'aurait aucun sens de l'exclure comme ça. Sauf si le but, c'est justement d'avoir à terme le turn de Carlito et justement de provoquer d'abord le forfait de Dragon Lee pour ensuite avoir le remplacement par Andrade pour frustrer davantage Carlito et alimenter sur le turn. C'était peut-être ça le but, on verra. Bref, les retrouvailles Andrade-Vega ont été touchantes, en tout cas. C'est vrai que c'était sa manageuse à l'époque. À ce moment-là, au vu de cet angle, de tous cet angle-là à SmackDown, je ne doutais quasiment plus du turn de Carlito, car on sentait bien la frustration de Carlito de devoir à nouveau passer derrière quelqu'un pour être le partenaire de Rey. Alors autant mon prono initial allait vers la victoire des Faces lorsque j'ai fait ma vidéo prono, même si j'avais un doute, autant après cet angle, j'ai changé d'avis
en partant sur une victoire heel à cause d'un turn de Carlito, ce qui aurait aussi permis à Dominique de ne pas perdre 2 fois d'affilée à Mania face à son père. On reparlera de ça un peu plus tard. En tout cas, on aura vu un super move pour commencer, que je n'avais jamais vu auparavant, avec ce double crossbody d'Andrade et Mysterio sur leurs adversaires, alors que Rey est assis sur les épaules d'Andrade. Hein, c'était vraiment un super cool à voir et parfaitement exécuté. Rey réalisera plus tard un joli code red sur Santos. Joaquin Wilde appellera ensuite de ses voeux son WrestleMania Moment avec son fameux spot déjà vu à NXT avec ce lance-roquette impressionnant à voir et qui le propulse assez loin au niveau de la rampe. Santos demande à Dominique de prendre une chaise et au moment où il s'exécute, 2 hommes masqués assez costauds débarquent à la surprise générale. Je n'ai aucune idée de qui peut s'agir à ce moment-là, d'autant plus que ce genre d'intervention fait généralement davantage heel que face. Ces 2 mecs-là vont s'en prendre à Dominique et le remettront dans le ring. Derrière, on aura le double 619 de Rey suivi de son splash sur Santos pour la victoire. Toute la LWO célèbre sur le ring et on découvre alors l'identité des 2 hommes masqués, à savoir Travis Kelce, le mec de Taylor Swift, hein, évidemment, ainsi que Lane Johnson, 2 joueurs des Eagles de Philadelphie, sachant que la rumeur d'une présence de Kelce à Mania avait en effet été déjà entendue. Hein. Alors concernant l'évaluation de ce match, j'ai franchement eu l'impression d'avoir assisté à un match de weekly, ni plus ni moins. Évidemment le catch est propre. Il y a des spots cool et une bonne alchimie entre les 4 hommes hein, qui se connaissent plus que bien. Mais honnêtement, même si je me suis trompé en changeant mon prono suite à ce qui s'était passé à SmackDown la veille, je ne comprends pas l'intérêt de donner la victoire au face alors que tout était clairement construit pour que Carlito turn à Mania et coûte la victoire au face. Ça ne veut pas dire que Carlito ne va pas turner à SmackDown et qui n'est pas le responsable de l'attaque sur Dragon Lee, bien au contraire. Mais les motivations de son heel turn sont censées quand même porter sur le fait a priori, qu'on le prive à 2 reprises d'avoir son match à Mania. Alors, quel est l'intérêt de turner à SmackDown plus tard, si ce n'est pas pour le faire à Mania? Désolé, mais ça n'a strictement aucun sens. Quand bien même, je ne suis pas un farouche partisan d'un turn de Carlito, hein, je l'avais dit dans ma dernière vidéo, mais ici, je parle juste de cohérence, hein, et non pas de souhait personnel. Et seconde critique, qui m'a franchement énervé en live, c'est l'intervention, mais qui n'a strictement rien à voir avec la choucroute, de la part de Kelce et Johnson. Que viennent-ils foutre dans ce match, qui est une pure explication entre latinos et rien d'autre? J'en ai rien à faire qu'on me réponde qu'il s'agit là d'un WrestleMania Moment et d'un Feel Good Moment, mais quitte à les montrer à Mania, autant le faire dans un segment ou toute autre chose qui aurait eu sa légitimité. Mais intervenir dans ce match précis, désolé, mais pour moi ça ne passe pas. Et c'est l'un de mes premiers coups de gueule de cette édition de Mania. Cela ajouté à un Carlito qui ne fait rien, et un Dominique qui essuie une nouvelle défaite face à son père lors de 2 Mania consécutifs, désolé, mais pour moi c'est déjà trop pour apprécier ce match à sa juste valeur. Ça ne mérite donc pas plus qu'un 3 étoiles écart, et j'espère tout de même que l'on prépare une énorme victoire de Dominique sur son père, peut-être à SummerSlam, dans un Hair versus Mask, car si c'est pour en rester à ça, ce sera franchement décevant de voir un Rey ne pas vouloir se coucher pour son fils, ne serait-ce qu'une seule fois, avant de prendre sa retraite, quoi. En tout cas, vu le fait que Dom ait fait venir Andrade pour le présenter à Escobar, le tout dans le QG du Judgment Day, et vu l'échec que ça aura causé ensuite, faudra quand même s'attendre à ce que Dom passe un sale quart d'heure au sein du Judgment Day, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, JD McDonough aura marqué beaucoup de points pour se faire encore plus adopter par les autres membres du Judgment Day. Donc c'est le seul élément positif que je donnerais en termes de narration, que je pourrais tirer du résultat de ce match, qui m'a tout de même assez déçu dans l'ensemble. On va passer maintenant au match suivant. Jimmy contre Jey Uso, hein, le Yeet versus No Yeet, le Brother versus Brother. 2 étoiles seulement. Et oui, seulement 2 étoiles pour ce match. Mais que s'est-il passé? C'est un accident? Comment ça se fait? Déjà, j'ai trouvé que je m'attendais à mieux en termes de tenue. J'aurais aussi aimé des peintures faciales à l'ancienne, de la part d'au moins l'un des Uso. Même les tenues, voilà, furent somme toute assez classiques. La performance de Lil Wayne n'entrera pas dans les annales, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Le match part plutôt bien, hein, avec Jey Uso qui s'attaque directement à son frère. Ça c'est bien, ça a du sens. Mais ensuite, on a déjà un botch avec ce Samoan Drop raté de la part de Jimmy. On partira ensuite dans une longue, interminable et inintéressante bataille de qui est le meilleur super kicker de la famille.
Le seul moment un peu storytellé du match fut le moment où Jimmy demande pardon à son frère, avant évidemment de trahir une nouvelle fois un Jay vraiment hyper naïf sur ce coup-là, en lui portant encore un super kick et un splash sur lequel Jay donc arrive à se dégager, mais j'ai vraiment eu très très peur qu'il s'impose là-dessus, Jimmy. Jay finira par s'en sortir avec un spear et un splash dans un match d'une déception absolue. Déjà qu'à la base, je ne voulais pas de ce match. Ils auront quand même tout fait pour me donner raison au final. Ce match fut d'une fainéantise folle, un storytelling mais vraiment au ras des pâquerettes, un in-ring franchement très limité, à part des super kicks et des splashs et un finish torché de chez torché. Ce match fait la plus grosse verrue de cette nuit 1 de Mania, un énorme flop même, que j'espère ne plus jamais revoir. Les deux tenaient beaucoup à s'affronter un jour, hein, ça on le savait. Maintenant c'est fait, mais il faut vraiment passer à autre chose et que les deux fassent à nouveau chemin séparé, car cette rivalité de pacotille m'aura déjà pas mal fait rager à SummerSlam et je n'ai jamais eu envie que ce match ait lieu. 2 étoiles, donc c'est le max que je puisse donner à cette purge, et même pas de présence de Rikishi par exemple pour essayer de nous raconter quelque chose de plus profond. Bref, ce match est un flop total. Passons à autre chose, hein, car sinon je risque de devenir grossier. Hein. Allez, on va passer au match suivant. Bianca Belair, Jade Cargill et Naomi contre Damage Control. 2 étoiles et demie pour la note. Une entrée de Damage Control qui m'aura pas mal fait mal aux yeux, hein, avec les éventails qui s'agitent là. Un maquillage d'Asuka qui m'aura pas mal rappelé celui d'Abaddon, hein, pour le coup, mais qui changeait de ce qu'on pouvait voir habituellement. J'ai plutôt bien aimé. L'entrée des Faces était assez charismatique et très starifiée. Naomi, Belair et Cargill étaient tout en or et en argent. La coiffure de Jade était aussi différente de d'habitude. Hein. Fini la coupe Mireille Dark là pour l'occasion. Un match que je qualifierais de millefeuille, hein, ou de trifeuille. Plus exactement, hein. Une première feuille avec la domination des heels sur Naomi, une deuxième feuille avec un hot tag très efficace de Belair, et une troisième feuille correspondant à l'entrée tant attendue de Cargill. Évidemment, ils auront joué sur la frustration avant d'y parvenir, et non seulement c'est normal, mais en plus ça a fonctionné, hein, puisque le public scandait We Want Jade lorsque Belair était à son tour en difficulté. Ensuite, Jade portera un chokeslam sur Asuka, un backbreaker sur Kairi, un body drop et un joli driver sur Dakota, un mist malencontreux d'Asuka sur Kairi après une esquive de Belair, un gros coup de tresse de Belair sur Asuka, hein, qui a bien résonné là, suivi d'un KOD, et enfin, comme on pouvait s'y attendre, un glam slam, un Jaded ou un Road to Valhalla, hein, comme vous voulez, de la part de Cargill sur Dakota pour la victoire. La portion congrue donc pour un match franchement peu mémorable, qui n'aura eu que pour seul intérêt d'y voir les vrais débuts in-ring de Cargill à la VVE dans un vrai match, hein, que je mets le Rumble à part. Même si ce qu'elle aura réalisé fut plutôt propre, on peut pas franchement juger si ses progrès sont notables par rapport à la EW. Il faudra pour cela voir ce que cela donne en 1 contre 1 dans des matchs un peu plus développés, et c'est là que personnellement je l'attendrai au tournant, car mes doutes sont plus importants de ce côté-là. Damage Control essuie quand même sans la moindre surprise une cuisante défaite, hein, comme un an auparavant. Il ne pouvait en être autrement. Kairi et Asuka, malheureusement aussi pour elles, sont toujours aussi fades. Et c'est bien triste de voir Asuka et même Belair dans ce rôle-là, alors qu'un an auparavant, elles s'affrontaient pour un titre. Parfois, il faut aussi savoir faire des sacrifices, et c'est ce que la VVE est en train de faire pour donner une place de choix à Jade Cargill. Un match de simplement 8 minutes que je vais vite oublier. La streak d'invincibilité de Belair à Mania continue, tout comme celle de match sans victoire d'Asuka à Mania. Quand ça ne veut pas, ça veut pas. 2 étoiles et demie pour ce match censé être un match de respiration, qui au final n'en était pas un. La faute au match précédent, hein, qui n'a pas su nous impliquer émotionnellement parlant comme il l'aurait fallu. Pas d'intervention de Bayley ni d'Io Sky à souligner, alors que le fait d'avoir leur match le lendemain aurait été l'occasion de le vendre une dernière fois et d'au moins impliquer un tant soit peu Bayley dans sa rivalité avec Damage Control, alors qu'il faut le rappeler, c'est tout de même elle le point central de tout cela, et celle sans qui ce 3v3 n'aurait jamais existé. Hein. Mais passons. Et la présence de Cargill dans ce match, c'est certes une bonne idée, si l'on sort 2 secondes du kayfabe, mais si l'on reste kayfabe, désolé, mais ça n'a absolument aucun sens. C'est un placement forcé face à Orton. Il fallait absolument qu'on la place sur la carte et on n'a pas trouvé autre chose que ça pour qu'elle y soit, quoi. Donc c'est vraiment du forçage. Bref, passons au match suivant. Gunther contre Sami Zayn, 4 étoiles écart pour la note.
donc la meilleure note de la soirée, de la nuit 1 pour moi. J'ai plutôt bien aimé le clip d'entraînement de Zayn par Gable lors du dernier Raw, histoire de vraiment nous faire croire qu'une surprise était possible. Un long plan séquence démarre, comme la VVE aime bien les faire désormais en weekly, petit moment familial et court échange avec Gable avant son entrée sur le ring. Gable lui disant qu'il ne l'accompagnera pas et que Zayn est capable de se débrouiller seul. Et surtout, une phrase, on n'entend pas forcément très bien, mais une phrase qu'on entend quand même suffisamment bien pour la comprendre, et qui aura sans doute son importance, à savoir, lorsqu'il dit « N'oublie pas que tu me dois une faveur ». Ce qui laisse clairement entendre qu'en cas de victoire, Sami devra donner probablement un title shot à Gable. Ça, j'y reviendrai plus tard. Et enfin, une rencontre assez émouvante avec Kevin Owens qui le motivera une dernière fois. Une entrée hyper sobre et classique de Gunther avec Kaiser et Vinci qui n'apparaîtront que quelques secondes avant de repartir aussitôt et sans présentation spéciale par Kaiser, c'est dommage. Et des encouragements en direct de Cologne qui confirment que lorsqu'il sera à Berlin, Gunther sera ultra soutenu. Des plans répétés sur la femme de Sami, ringside, qui furent montrés. On se croyait à nouveau à Montréal un an auparavant. Ce match franchement est compliqué à analyser. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai deux postures d'analyse totalement différentes. C'est assez rare que j'ai cette attitude vis-à-vis d'un match. La première posture, c'est de dire, d'analyser le match juste pour ce qu'il est, c'est-à-dire son in-ring, son storytelling, sa psychologie et l'émotion ressentie. Là-dessus, il n'y a franchement pas grand-chose à dire. Gunther, comme d'habitude, est super pour mettre en avant ses adversaires, et il est toujours aussi coriace dans un ring. Il domine son adversaire comme à son habitude, et les comebacks de Sami sont toujours hyper efficaces, avec un public toujours bien investi derrière lui. Le moment où on le croit mort, mais où finalement il a quelques soubresauts pour se redonner de l'énergie, malgré les powerbombs et les splashs qu'il aura encaissés, était bien raconté, et le public a bien réagi à cela. Et le Brainbuster sur le coin du ring était un superbe clin d'œil à ce même move qu'il exécutait déjà en tant qu'El Generico il y a de nombreuses années. On pense aux fans de la première heure de la Ring of Honor. Et il enchaînera avec un Helluva Kick pour la victoire. Le feel good moment est total. L'exploit est retentissant et très franchement, je n'aurais jamais osé parier là-dessus. Et c'est là que j'en viens à ma seconde posture, qui est bien plus critique cette fois-ci. Comme je l'avais dit dans ma vidéo prono, je n'arrivais pas à croire que Sami serait celui qui détrônerait Gunther, tout simplement parce que sa construction arrive bien tard et que son association avec Gable arrive à même pas 2 semaines du pay-per-view. Ensuite, j'ai cette amère impression qu'on m'a forcé la main ici en m'imposant un feel-good moment qui n'avait rien de bien naturel, car quand je vois l'attitude de Gunther, c'est pas celle qu'on a l'habitude de voir de sa part. Il est pas du genre à ne pas faire le pin, comme il l'a fait ici à plusieurs reprises. Il est arrogant, certes, mais lorsqu'il est dans un ring, ce type est une bête et il est impitoyable. Alors s'il faut faire le pin, il le fait, mais au lieu de ça, il se pavane, et il vient même provoquer la femme de Sami à plusieurs reprises. Là encore, désolé, mais c'est pas Gunther ça. Pour en venir au but, ce que je veux dire, c'est que j'ai cette fâcheuse impression qu'en interne, on a décidé de récompenser Gunther en le faisant monter dans la main card pour tourner autour du titre poids lourd. Évidemment, ça c'est quelque chose de normal et d'inévitable. Mais ici, j'ai trouvé que ça manquait clairement de subtilité et que pour justifier la montée en main card de Gunther, la VVE a décidé de changer brutalement la façon de faire de Gunther qui occasionnerait sa chute. Voilà ce qui me gêne surtout, c'est que Gunther change d'attitude de façon bien trop bizarre pour y croire. L'underdog est construit de façon bien trop rushée et comme un challenger de transition, mais lorsque l'on regarde la proposition d'ensemble, je vois un très bon match auquel j'ai donné la très bonne note de 4 étoiles et quart, et qui est sans doute le meilleur match de la nuit 1, c'est ce que je disais. Mais voilà pourquoi ce match est si paradoxal et difficile à analyser. C'est un bon match, oui, mais la façon d'aboutir à ce bon match me rend bien plus perplexe, car elle manque clairement de naturel. Et pour en revenir à la petite phrase de Gable, j'aurais vraiment dû penser à ça pour établir mon prono, car on pouvait aussi tabler sur une défense de titre de Sami offerte à Gable pour service rendu. Dommage de ma part de ne pas y avoir pensé, je l'avoue, mais en tout cas, je ressors tout de même un peu amer de ce match, car ça ne ressemble pas à une fin de règne de 666 jours, en plus un chiffre très particulier. Je m'attendais vraiment à un match épique, le jour où cette fin de règne aurait lieu.
Sauf que là, l'épicness n'a pas du tout été de mise. Gunther perd simplement par arrogance, alors qu'il est clairement parmi les top lutteurs d'Euro, hein, si ce n'est le meilleur. Même Drew, McIntyre et Sheamus n'auront pas réussi à le faire flancher, hein, c'est dire si cette défaite est quelque peu décevante et frustrante. Désolé hein, d'avoir fait aussi long sur ce match, mais c'est rare de ma part de donner une aussi bonne note à un match tout en étant aussi critique à la fois. J'attendais de l'épicness, hein, le jour où Gunther perdrait son titre, et on n'en a pas eu ici. C'est sans doute ça qui me frustre le plus au final. Et si Dragunov avait été l'élu, par exemple, je suis sûr que cette épicness aurait été au rendez-vous. Mais bon, ça malheureusement on ne le saura jamais. Hein. Voilà, mais en tout cas ça reste un bon match en soi, bien sûr. Voilà, on va passer maintenant au main event de la nuit 1, à savoir Cody Rhodes et Seth Rollins contre Reigns et Le Rock. 3 étoiles et demie pour la note. L'analyse est quand même simple, car j'ai eu l'impression d'avoir fait la même analyse à peu près 15 ou 20 fois depuis que Reigns est champion, à savoir une première moitié de match atrocement longue, où absolument rien ne se passe, ou alors à vitesse plus que réduite, ça se regarde, ça se balade dans le public et sur le stage, on provoque, et déjà 20 minutes sont passées, hein, rien qu'en faisant ça. Hein. Le Rock profite de ses prérogatives pour s'amuser avec les arbitres et en détournant les règles, des tactiques de heel classiques, hein. Mais une fois ces 20 minutes interminables, ces 20 premières minutes interminables passées, je dois dire que le match passe bien mieux, et que l'on arrive même à se prendre au jeu, certainement aussi grâce au passage où le Rock n'est pas dans le ring, hein, ce qui permet des passes d'armes d'assez bonne qualité entre Reigns et Cody, qui m'ont même un peu donné envie à ce moment-là de voir leur match du lendemain, et même remarque pour les quelques échanges entre Rollins et Reigns, le rythme est alors bien plus élevé, le public est soudain plus investi, et l'on passe un plutôt bon moment. Le double pedigree de Rollins et Cody en simultané est plutôt sympa visuellement parlant. Le travail des heels sur la jambe blessée de Rollins est intelligent pour le storytelling et permet aussi de se dire que Rollins sera possiblement diminué le lendemain face à McIntyre. Le rock bottom de Cody sur la table des commentateurs qui s'écroule est assez propre. Même chose pour le spear de Reigns sur Rollins contre la barricade qui s'écroulera aussi et qui mettra Rollins hors course jusqu'à la fin du match. Le moment marquant fut aussi le spear accidentel de Reigns sur le Rock suite à une esquive de Cody et qu'on aurait pu prédire au moins 10 secondes avant qu'il n'arrive, vu la position de Cody et du Rock. À ce moment-là, on peut se dire qu'on plante une énorme graine entre le Rock et Reigns. La provocation du Rock envers Mama Rhodes était aussi quelque chose de prévisible et de logique. Les Cody Cutters de Cody sont propres et les multiples crossroads de Cody en fin de match donnent l'impression de revoir à la fin du main event de Mania 39. Mais un coup de ceinture du Rock provoquera la chute de Cody avec un spear de Reigns suivi d'un rock bottom et d'un people's elbow du Rock pour la victoire sans grande surprise de la Bloodline. Ce qui officialise alors le Bloodline Rose du lendemain entre Cody et Reigns, que tout le monde ou presque avait déjà vu venir, hein, car ça n'aurait eu aucun intérêt d'évoquer ça si c'est pour ne pas l'avoir au final. Cody prend le pin, ce qui met encore davantage la hit sur le Rock et rend la situation de Cody franchement compliquée à première vue face à Reigns et avec les Bloodline Rules appliqués. Hein. Et quant à l'évaluation du match, comme je le disais, le match fut atrocement long, hein, presque 45 minutes, c'est juste infâme. Et comme je le disais souvent lors des défenses de titre de Reigns, si tu rognes 15-20 minutes du match, le match en est rendu bien plus digeste et agréable à suivre. Mais une fois encore, on a voulu en faire des caisses et ça donne ce cinéma interminable dont la fin est hautement prévisible, qui plus est, et le seul véritable suspense résidait dans le fait de savoir qui allait prendre le pin entre Cody et Rollins. On va dire que j'ai été plutôt rassuré sur le cardio du Rock, qui m'inquiétait pas mal à l'approche de ce match, mais ils auront globalement bien su gérer ces passages, en le gardant au frais le temps qu'il aura fallu. Physiquement, il n'y a rien à dire, hein, il est plus qu'affûté, et son charisme est intact. In-ring, ça reste le Rock, hein, qu'on a toujours connu, et cela ne changera jamais. Mais le Rock semble prendre tellement de place dans cette histoire qu'il est même difficile hein, pour un Seth Rollins d'exister dans ce match. Il me semble du coup pas idiot qu'il l'ait sorti du jeu, Rollins, en fin de match, afin de davantage concentrer le focus vers le seul babyface qui compte à ce moment-là, à savoir Cody, avec le Rock et Reigns à 2 contre 1, mais avec cette impression grandissante que le train peut dérailler à tout moment entre Reigns et le Rock si un grain de sable venait à faire son apparition. 3 étoiles et demie au final donc pour un match bourré de star power et digne d'un main event de Mania hein, sur le papier, mais qui dans sa construction est allé bien trop loin en faisant des caisses et en allongeant sa durée de façon archi exagérée. Dommage car avec une mise en jambe de moins de 10 minutes j'aurais pu approcher les 4 étoiles sans doute.
C'est dommage. Bref, voilà, ça c'était pour l'analyse de la nuit 1. On va passer maintenant à l'analyse de la nuit 2. On va passer directement à l'opener. Là, on change de météo, hein. Il y a le soleil qui est là. Alors, il semble encore faire froid, hein, mais au moins il y a du soleil. Et on va passer donc au Drew McIntyre contre Seth Rollins. 3 étoiles 75 pour la note. Une belle entrée écossaise, hein, mais assez classique de McIntyre. Hein. En revanche, l'entrée de Rollins était assez what the fuck, hein, et totalement barrée. Hein. Le mieux c'est de la voir, hein, ce sera mieux que de la décrire. Comme prévu, Voldemort est au commentaire et on savait très bien qu'il aurait un rôle à jouer. Restait alors à savoir lequel. J'ignore si c'est lié aux difficultés la veille de lancer le show avec un public assez frigorifié, mais la construction de cet opener était clairement plus punchy et a permis au public d'être dedans d'entrée de jeu. Hein, le Claymore immédiat permet d'être bien investi dans le match. Moi j'avais déjà crié, je criais déjà, alors qu'on venait juste de commencer Mania. Hein. C'était une bonne idée en tout cas je trouve d'avoir fait ça. Le rappel à la blessure à la jambe de Rollins c'était aussi évident hein, suite à ce qui s'était passé la veille. Drew qui tweet en plein match était aussi un moment fun, hein, il continue de troller. On a vu le tweet, c'était drôle, même Dijak a réagi. Mais j'ai été surpris de la construction de ce match qui m'a donné l'impression d'un match à la Lesnar. Chose à laquelle je ne me serais jamais attendu dans un match entre Drew et Rollins. Le match fut assez court, seulement 11 minutes, mais on aura tout de même eu le temps d'y voir 3 stomps et un pedigree de Rollins, et 5 Claymore et un futur choc d'Elite de McIntyre, hein, ce qui est tout de même énorme en si peu de temps. On pourra d'ailleurs reprocher cette tendance à devoir multiplier les finishers, ce qui était le même reproche que j'ai pu faire au match de Dijak à Stand and Deliver notamment. 5 Claymore, c'est tout de même énorme. Mais Drew s'impose fort logiquement face à un Rollins diminué, même si son selling à la jambe n'était pas toujours au rendez-vous tout de même. Mais le moment est beau et émouvant. Drew a enfin pu décrocher un titre de champion à Mania face à du public. 4 ans d'attente, hein, c'est tout de même énorme. La patience paye, et avec son nouveau perso, c'est totalement mérité je trouve. Rollins le lui dira hein, après le match, hein, on lira sur les lèvres, on comprend bien qu'il lui dit qu'il le mérite. On a senti le respect entre les deux hommes. Et sur le match en lui-même, ce n'était pas un chef-d'œuvre, hein, faut le reconnaître, pas une masterclass de psychologie non plus, mais cet enchaînement de finishers et de kick-out a permis au public d'être à fond dedans, hein, dès le départ, sans jamais savoir quand le match allait pouvoir se finir. C'est sans doute le match le moins abouti qu'on a pu voir entre ces deux-là, mais il y avait tout de même une autre aura autour de ce match, c'est que c'était Mania 40, c'était l'opener. Il y avait une bonne ambiance, le soleil était là, et l'émotion finale des deux hommes, on l'a bien senti. Donc tout cela en fait tout de même un match agréable, sans être exceptionnel. Donc un match un peu à la Lesnar, quoi, avec beaucoup de finishers. Je lui donne un 3,75 pour son aura, donc, même si en réalité, voilà, ce match en lui-même vaut 3,5 maximum à mon sens. Hein. Bref, on va parler maintenant du post-match. Si ce match fut globalement court, c'était aussi à cause de ce post-match, hein, justement. En réalité, plus les choses avançaient et plus je me disais qu'un cash-in était possible. Drew est encore focalisé sur son troll envers Voldemort et ça va se retourner contre lui. Il attaque Drew, Voldemort, et en le faisant tomber sur la table des commentateurs avant de lui donner un coup avec son attelle au bras, suivi de plusieurs coups de pied. En live d'ailleurs, je me suis dit mais que sa blessure au bras était peut-être un leurre, ou du moins une blessure plus bénigne que ce qu'on a voulu nous faire croire, mais en revoyant les images, bon, on voit quand même qu'il le frappe tout de même avec son bras gauche et non son bras droit. Du coup, j'ai vite évacué cette idée, et puis s'il a été retiré de la carte de Mania, hein, c'est pas pour rien non plus. Hein. La réaction de Voldemort à l'arrivée de Priest semble aussi indiquer qu'il n'avait pas planifié d'attaquer Drew juste dans l'optique d'un cash-in derrière. Heureusement que Priest a donné un coup de mallette à Drew, hein, d'ailleurs, car j'avais trouvé l'attaque de Voldemort assez légère pour légitimer un cash-in. Un South of Heaven aura suffi à donner le titre à Priest. Au moins le problème du cash-in est évacué, et Triple H nous confirme qu'il n'est pas homme à faire foirer des cash-in comme Vince avant lui. À nouveau, Triple H nous montre que tout est une affaire de patience et de timing. Priest aura attendu 9 mois avant de pouvoir réussir son cash-in. Hein. C'est même l'homme qui aura gardé sa mallette le plus longtemps dans l'histoire. Hein, et Carmella reste quand même devant hein, si on cumule hommes et femmes. Et donc Drew voit déjà son WrestleMania Moment ruiné en à peine 5 minutes. Là encore, sur le coup, ça me fait de la peine pour Drew, mais je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter pour lui. Là encore, tout sera une affaire de patience, hein, le fameux mot-clé, la patience. Et Drew récupérera son bien à un moment donné, hein, soit en Écosse, chez lui, en juin, soit à SummerSlam
à mon avis. Hein. Sur le coup, je me suis aussi demandé si on n'avait pas assisté à un double turn entre Voldemort et Drew, mais en voyant Voldemort venir voir Cody en fin de show, j'ai aussi abandonné l'idée, hein, finalement. Comme Triple H aime souvent le faire, lorsque le bateau de Judgment Day tangue durant les weekly, bah c'est pour mieux rebondir lors des pay-per-view, hein, l'écran de fumée, et au final, le clan possède les deux titres majeurs de Raw. Hein. Priest reste fidèle au clan en tant que heel, et Drew restera, je pense, dans sa tendance twinner, pouvant aussi bien être face lorsqu'il aura à s'en prendre à Priest, qu'être heel lorsqu'il sera face à Voldemort. Hein. Avec du recul, je n'ai pas trouvé ce post-match mal fichu. Rollins perd son titre à cause d'une jambe fragilisée lors de son combat de la veille, et puis même l'énergie qu'il aura mise dans le match de la veille, mais aussi son focus sur la Bloodline et Cody, hein, aussi. Puis McIntyre perd son titre à cause de son obsession pour Voldemort, et Priest avait teasé à Raw le fait de jouer sa carte personnelle à Mania. Donc ça va permettre évidemment de continuer d'avoir un Judgment Day dominant à Raw avec des hauts et des bas de temps à autre, avec un JD McDonough qui va prendre en importance et un Dominic possiblement en danger. Drew va devoir partir vers une longue quête afin de récupérer son bien, tandis que Voldemort en attendant va compter les jours, le séparant de son retour in ring et d'un match inévitable face à Drew, possiblement pour désigner le futur challenger de Priest. Rollins quant à lui prendra peut-être quelques jours de repos bien mérités après un long règne plutôt bien conduit et un bon passage de flambeau à Drew, même si celui-ci fut court. Dès l'opener, hein, on l'aura déjà compris, une nouvelle ère à la VVE est en train de s'ouvrir. En tout cas, on commence cette nuit 2 avec déjà beaucoup d'émotions et le match qui va suivre me semble être le match parfait pour récupérer un peu. Hein. À savoir le 3 contre 3 entre The Pride et le Final Testament. 2 étoiles écart pour la note. Match pas officialisé lors de ma vidéo prono, hein, mais qui était envisageable. J'en avais parlé d'ailleurs. Finalement, un match qui a été annoncé sur Twitter par Nick Aldis, hein, ce qui était la seule solution possible, hein, car je ne voyais pas la VVE attendre SmackDown. Voire soit la veille de Mania pour nous l'annoncer. Hein. Et comme la rumeur le disait, il s'agissait d'un Philadelphia Street Fight, une bonne idée à première vue car ça permettait de gommer les lacunes des uns et des autres, et avec cette stipu, cela permettait de pouvoir respirer un peu avec un match sans intérêt ni enjeu particulier dans une feud qui très franchement ne passionnait pas grand monde. À noter que Snoop Dogg était le commentateur spécial et Bubba Ray Dudley l'arbitre spécial, un petit clin d'œil à l'ECW à nouveau. Hein. Alors est-ce que cette stipu a permis de sauver les meubles? Eh ben non, même pas, pas spécialement. On va pas tourner autour du pot, ce match c'était de la merde. Et aura juste eu un double mérite. D'abord nous faire respirer, hein, après les émotions vécues dans le match d'avant, et ensuite de nous donner un peu le smile avec un pur moment de fanservice autour des Dudley Boys, les lunettes de Bubba Ray, le Wada, la descente coup de boule de Dawkins, et enfin le Get the Tables avant d'en finir avec le From the Heavens de Ford sur Cross, toujours aussi impressionnant. En plus, déjà que le match était mauvais, la table a eu la malchance de s'effondrer lorsque Cross était allongé dessus, hein, ce qui a retardé le finisher de plusieurs secondes, le temps de changer de table, et je ne parle même pas de la transparence des OP et de la faiblesse in-ring de Bifab et de Scarlett, hein, malgré la prise de risque de Bifab avec son Russian Leg Sweep sur une stable à l'extérieur. Et une nouvelle fois, Karrion Kross prend le pin. Bref, je crois qu'il n'y a plus grand chose à en tirer de Kross. Hein, tout ce qu'il tente avec lui, c'est voué à l'échec. Et même si on lui rase le crâne, hein, comme à NXT, il n'y aura plus rien à sauver. Je ne suis pas pourtant qu'on licencie les gens, hein, bien sûr, mais très honnêtement, je ne vois plus l'intérêt de le garder, lui et sa femme, à la VVE. Seuls EOP et Paul Ellering peuvent encore être utiles, vu que les titres tag ont été splittés, hein, et qu'il y aura besoin d'avoir 2 divisions tag assez denses. Bref, ce match était une croûte. J'ai mis 2,5 de 25 pour... voilà, mais en réalité c'est plus un 2 avec un 0,25 de bonus que j'ai mis qui était lié au moment fan service autour des Dudleys. On aura au moins vécu un petit moment sympa avant de pouvoir repartir dans du serious business pour le reste du show. Et espérons pour The Pride, hein, que ça va vraiment lancer le clan, hein, car jusqu'à maintenant c'est un pétard mouillé et ce clan a quand même bien du mal à décoller. On va passer maintenant au match suivant. AJ Styles contre LA Knight, 3 étoiles écart pour la note. Il y avait une petite attente, hein, quand même par rapport au nouveau thème d'AJ et par rapport à ce qu'il avait teasé, et ça ressemblait finalement plus à une sorte de remix de son thème face en thème heel, et on est plutôt resté sur un esprit hip-hop. Bon, j'avoue que j'étais pas mal déçu à l'arrivée, moi qui m'attendais à quelque chose du plus rock, qui aurait pu rappeler ses grandes heures à la TNA. Bon, c'est dommage. Décidément, en tout cas, les nouveaux thèmes chez VE, c'est vraiment pas une réussite, hein. Vraiment pas. Je suis pas fan du tout.
Alors autant le fait de voir les deux hommes se rentrer dedans dès le début du match était une bonne chose, et même quelque chose de logique, hein, au vu du build-up, mais autant j'aurais pas mal à redire sur la construction d'ensemble du match, car bien que le travail à la jambe d'AJ sur Knight était plutôt bien exécuté, avec une bonne préparation afin d'aboutir à son calf crusher, on peut tout de même se demander si on n'est pas ici sur un gros hors-sujet, car au vu de la rivalité, je m'attendais davantage à quelque chose de plus roots, en mode bagarre de vieux briscard, hein, à la sortie d'un bar, plutôt qu'à un travail de technicien de la part d'AJ, hein, comme il a pu le faire ici. Le match en est rendu assez classique, hein, dans l'ensemble, il n'y a rien de révolutionnaire, le catch est propre dans l'ensemble, et il y a quelques manœuvres cool, hein, comme l'avalanche German suplex de LA Knight, le 450 d'AJ qui est contré des deux genoux par LA Knight, ou le contre du Styles Clash par une petite ruade là, bien exécutée par Knight. On retire aussi la protection du ring pour avoir le body drop, hein, sur un LA Knight qui reviendra dans le ring à l'extrême limite du compte de 10. Bref, un match assez basique et plutôt old school qu'on a vu des milliers de fois et auquel j'ai donné un 3 écart. Voilà, ça fait assez weekly finalement. Le finish m'a même paru un peu abrupt avec ce BFT consécutif à un déséquilibre d'AJ sur la corde provoqué par Knight qui pourrait faire penser au même déséquilibre que LA Knight avait fait sur AJ lors du Fatal 4-Way du Rumble et qui avait provoqué la défaite d'AJ, sauf que cette fois-ci, bon bah là le déséquilibre fut volontaire dans ce match. Si c'était la bonne lecture à en faire, alors je dirais bravo, mais c'est bien le seul truc que j'applaudirais ici, hein. Victoire assez prévisible d'un LA Knight obligé de s'imposer, hein, d'autant plus que le match était sponsorisé par Slim Jim, hein, comme on peut le voir sur le visuel du match. Et tant que Slim Jim sera dans les parages, ben, LA Knight aura l'assurance d'avoir match gagné, hein. Une victoire qui lui permettra peut-être enfin d'aller tenter sa chance pour le titre US, hein, ce qui me permet de faire une habile transition vers le match suivant. Logan Paul contre Kevin Owens contre Randy Orton, triple threat match pour le titre US, 4 étoiles pour la note. Même si on le sentait venir, hein, après ce qui s'était passé la veille, c'était cool de voir ce retour d'ascenseur avec Sami Zayn venu encourager Owens, hein, juste avant son entrée. Là-dessus, on pouvait vraiment se dire que la perspective d'avoir Owens et Zayn, chacun avec un titre secondaire, était possible. L'entrée d'Orton était plutôt réussie, avec Owens venu le chercher avec sa voiturette de golf en mode taxi, hein, ce qui permet aussi de prolonger le segment vu 2 jours avant à SmackDown. Globalement, j'ai passé un bon moment autour de ce match. Je ne doutais pas que ces trois-là, ensemble, pouvaient donner un bon match, malgré l'aigreur que je ressens toujours vis-à-vis de l'intégration plus que forcée d'Orton dans cette rivalité entre Owens et Logan Paul. Malgré le moment où Logan Paul repousse Owens sur Orton, finalement, on n'aura jamais eu l'impression que quelque chose peut déraper entre Orton et Owens, chose à laquelle j'avais pensé à première vue. La relation entre les deux reste des plus cordiales, et les deux ont beaucoup visé Logan Paul, hein, le seul heel du match. Il y aura quand même eu des échanges de coups entre Orton et Owens. Ça reste un triple threat, hein, où c'est chacun pour soi, bien entendu. Et Logan Paul aura, comme d'habitude, fait l'étalage de ses capacités athlétiques, notamment sur le double buckshot lariat et sur un bel enchaînement Swanton Bomb sur Owens, puis splash sur Orton. La relation Owens-Orton fonctionne plutôt bien dans l'ensemble, hein, d'un point de vue purement comédie, et on sent qu'Orton y prend du plaisir. Intéressant aussi de voir Orton tenter un punt kick, hein, à l'ancienne, mais la mascotte de Prime viendra sortir Logan Paul du ring, permettant de découvrir du coup qu'il s'agissait d'Aisho Speed, hein, un célèbre streamer aux 23 millions et demi d'abonnés sur YouTube et 295 000 sur Twitch, hein, c'est tout de même pas rien, même si personnellement je ne le connaissais pas du tout et qu'en live j'avais même cru qu'il s'agissait de KSI, hein, donc c'est dire. Ça a permis à Aisho Speed en tout cas de faire du buzz, hein, en se prenant un coup de pied, un gros coup de tatane de Dorton et même un RKO sur la table des commentateurs, ce qui permettra à Logan Paul d'en profiter en projetant Orton contre le poteau. L'absence plus tard de Logan Paul du ring, laissant Owens et Orton seuls face à face, me laissait alors penser que Paul attendait le bon moment, hein, pour aller gagner en opportuniste. Et en effet, suite à un magnifique RKO d'Orton pour contrer un pop-up powerbomb d'Owens, Paul va réussir à dégager Orton à l'extérieur, non sans difficulté, pour enchaîner avec un magnifique frog splash à haute altitude, hein, façon Montesford, pour venir faire le tombé final sur Owens. Je ne suis pas surpris par ce résultat, hein, vu que on sait que désormais Logan Paul est full-time, et qui plus est, je sentais que cette bonne camaraderie entre Orton et Owens, et donc ce focus trop important envers Logan Paul, allait peut-être causer leur défaite avec une victoire opportuniste de Paul, et c'est ce qui arriva, hein, même si contrairement à ce que je pensais, on n'a pas particulièrement planté de graines donc pour une rivalité entre Owens et Orton. Owens prend donc le pin, et du coup j'ai l'impression qu'une revanche en 1 contre 1 entre Paul et Owens n'est pas dans les tuyaux à première vue. Peut-être qu'Orton sera le prochain challenger,
même si, comme je le disais tout à l'heure, hein, je ne serais pas surpris que LA Knight le soit aussi, mais davantage peut-être à SummerSlam pour avoir enfin son premier titre dans le main roster. Le fameux booking de la patience de Triple H dont je vous parlais, dont je vous parle souvent, et auquel il faut aussi falloir s'habituer. Bref, j'ai passé un assez bon moment dans l'ensemble, et même Orton ne m'a pas trop ennuyé dans le ring, la faute à deux adversaires assez divertissants dans un ring et qui sont largement capables de réaliser les manœuvres nécessaires pour nous amuser. Et même si Orton a pas mal usé de RKO, celui sur Owens en fin de match était en tout point remarquable. 4 étoiles pour ce bon moment, même si l'on passe à côté de la perspective d'avoir du coup Kevin et Sami chacun avec un titre mid-card, mais un jour peut-être, hein, sait-on jamais. On passe maintenant au match suivant. Bayley contre Io Sky, donc pour le titre, le Women's Championship. 4 étoiles écart pour la note. Belle entrée égyptienne pour Bayley et un nouveau thème face, hein, toujours aussi passe-partout, est difficile à garder en tête. Hein. C'était à nouveau bien décevant. Hein. Comme je le disais, les thèmes de VVE, les nouveaux là, j'aime pas du tout. L'entrée de Sky est des plus classiques, rien à signaler, si ce n'est que le reste de Damage Control repartira aussitôt après l'avoir accompagné à l'entrée de la rampe, ce qui n'empêchait pas la possibilité qu'elle revienne plus tard, hein, pour avoir le gros overbooking avec les 6 filles du match de la veille impliquées. Beau travail à la jambe de la part de Sky sur la jambe de Bayley, qui lui a valu un an d'absence, hein, donc chose qu'a brillamment rappelé Michael Cole en début de match. Là pour le coup ce travail est plus légitime que celui d'AJ Styles, comme je le disais tout à l'heure. Le match passe assez vite, on passe un très bon moment, le public est investi, et même si les chants autour de Bayley, bien que sympathiques, m'ont un peu saoulé quand même à la longue. Bayley innove aussi avec une manœuvre assez originale, hein, lorsqu'elle porte Io Sky sur ses épaules pour l'achever avec un side slam. J'avais jamais vu ça auparavant, et j'ai plutôt aimé ce move. Io Sky, comme à son habitude, est brillante, hein, son catch est fluide, ça s'enchaîne divinement bien, et elle est autant capable de briller dans les airs qu'au sol, hein, notamment lorsqu'elle tentera un crossface puis un STF. Bayley n'est pas en reste, hein, et offre aussi une belle opposition. Ça fait plaisir d'ailleurs, car ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un gros match de Bayley comme ça, en une contre une. Son selling au genou est globalement propre, et elle n'hésite même pas à sacrifier son genou pour contrer un moonsault de Sky. Le moment que j'aurais préféré du match va arriver vers la fin, lorsque Sky arrivera à contrer de manière hallucinante le Rose Plant de Bayley avec un saut de main. Ça m'a vraiment fait hurler en live, c'était incroyable. Bayley arrive alors à la contrer avec un clothesline, enchaîne avec un Saito suplex, un elbow drop à la manière du Macho Man, hein, son héros d'enfance, et enfin son Rose Plant vendu de manière impressionnante par Sky, hein, qui le prend, parce qu'elle va le prendre en plein sur la tête, là, elle va être vraiment plantée, hein, comme son nom l'indique. Bayley devient donc la nouvelle championne du côté de SmackDown. C'est non seulement le bon résultat, mais aussi un résultat mérité pour elle. Un joli feel-good moment. On notera donc l'absence totale des 6 autres filles dans ce match. Et c'est une bonne chose. Hein. Ça aura permis à Bayley d'avoir son moment à elle dans ce qui fut bizarrement son tout premier match, hein, en 1 contre 1 à Mania dans sa carrière. Et puis vu l'absence totale d'interaction entre Bayley d'un côté et Belair, Naomi et Cargill de l'autre ces derniers jours, bah, ça n'aurait finalement pas eu de sens que tout ce beau monde se réunisse seulement lors de ce match, quoi. Personnellement, mon match féminin préféré dans le main roster cette année, pour le moment, c'était très chouette, et ça permet aussi de remettre en lumière Bayley, qui a connu une année 2023 globalement discrète, et qui avait été longuement blessée l'année d'avant. Du coup, c'est plutôt cool pour elle, et ça permettra d'avoir des rivalités fraîches, hein, d'autant plus avec la draft qui s'annonce le mois prochain. Quant à Damage Control, il y aura sans doute des choses à corriger. Les Kabuki Warriors devront notamment se remettre à briller et devenir des championnes dominantes et craintes, hein, tandis que Dakota devra peut-être essayer de jouer sa carte perso, notamment dans l'optique du King and Queen of the Ring, qui aura lieu en Arabie Saoudite, hein, à la fin du mois de mai, seulement 3 semaines après Backlash France, hein, d'ailleurs. Voilà, on va passer maintenant à l'énorme match, l'énorme main event, à savoir Roman Reigns contre Cody Rhodes, Undisputed Championship universel, 4 étoiles et demie pour la note, le grand moment du cinéma, la plus que probable fin de l'interminable story qu'on attendait avec impatience. Cependant, bon, quelques heures avant le show, on aura appris que Jacob Fatou, hein, que j'avais déjà évoqué dans ma vidéo prono sans trop y croire, comme un potentiel intervenant surprise à Mania, avait signé chez VVE, d'après Fightful en plus, donc a priori c'est fiable. Il a annulé visiblement ses bookings pendant le week-end de Mania 40 et en a avisé les promoteurs mercredi dernier en annonçant qu'il avait signé chez VVE, bien que la VVE ne l'ait pas encore annoncé d'ailleurs. Hein. Mais honnêtement, en apprenant la nouvelle juste à quelques heures du show, j'ai soudainement eu des sueurs froides, hein, en me demandant si Reigns ne conserverait finalement pas sur l'intervention de Jacob Fatou, hein, ce qui au moins avait le mérite de relancer quelque peu le suspense autour de ce match qui n'était pas censé en avoir.
L'entrée de Cody est assez sobre, hein, accompagné de sa femme Brandy Rhodes et avec un joli masque, ainsi qu'un très bel impair. Le thème de Reigns retentira a cappella avec une grande chorale et un grand orchestre, mais globalement, bon, on pourra pas dire que les deux entrées furent des plus mémorables et épiques, hein, ce qui est d'ailleurs aussi l'analyse globale, hein, qu'on peut faire autour des entrées de cette double nuit de Mania. Aucun accompagnateur côté Bloodline, hein, on commence le match en 1 contre 1, mais on se doute bien que ça ne va pas durer. On sait donc désormais qu'il s'agit des Bloodline Rules, hein, qui sont applicables ici, mais qu'à l'image du dernier Raw, bah, ça n'avait rien d'associé à la Bloodline, quoi. Il s'agit juste d'un match no DQ, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas à minima un décor samoan ou quelque chose qui donnerait à cette stipulation un cachet tout particulier, quoi. Même qu'on mette Rikishi, qu'on mette un peu la famille, quoi, autour, quoi, un peu comme Hall of Fame, on les a vus là au premier rang. Là, ça aurait pu être sympa. C'est le reproche, hein, c'est le même reproche finalement que pour le Tribal Combat, hein, du dernier SummerSlam, hein. C'est exactement pareil. En tout cas, voilà, on commence tranquillement ce match, hein, au niveau du rythme. On utilise déjà des kendo sticks et on part brièvement dans le public, hein, comme lors du match de la veille, juste histoire pour Cody de porter une souplexe sur une table. La montée en intensité est progressive et je dois reconnaître que je me suis bien moins ennuyé ici que lors du match de la veille. Reigns portera même un crossroads et Cody inspire. Quelques tentatives de tomber, mais infructueuses. Reigns continue de rester très sûr de lui, en souriant de temps à autre, hein, notamment après avoir porté un low blow à Cody. Le grand moment d'overbooking commence alors lorsque Jimmy arrivera pour porter un super kick à Cody alors qu'il s'apprêtait à porter un autre crossroad. Là-dessus, forcément, Jey Uso viendra ensuite s'en prendre à son frère au niveau de la rampe et en finissant avec un gros spear jusqu'à retomber sur une table en contrebas. Je me demande même si ce spot n'a pas été meilleur que l'intégralité de leur match de la veille, hein, c'est dire. Cody se reprend un spear mais arrive à se dégager quand même. Le public est en feu là. On verra ensuite un grand classique des matchs de Reigns avec un spear, mais pas de Reigns, mais de Cody, hein, directement sur Reigns, contre la barricade, hein, qui s'écroulera. C'est un peu comme si on faisait un petit clin d'œil, finalement, un petit best-of des meilleurs moments des matchs de Reigns. Hein. On revit alors la scène de leur match, hein, d'il y a 1 an, avec Cody qui portera plusieurs crossroads. Mais au moment du troisième, hein, le fameux troisième crossroads, Sikoa va arriver, va arriver pour porter un Samoan Spike à Cody, hein, comme pour évoquer cette terrible fin d'il y a 1 an. On n'avait pas encore aperçu Solo de Tool Mania Weekend. Il était évident qu'il se présenterait à un moment donné, hein, parce qu'on l'a même pas vu entre Jimmy et Jey. Cody va tout de même se relever de cela, ce qui est déjà un exploit. Et Cody se prendra même un Spike and Spear par Solo et Reigns à la fois. Il arrive encore à se dégager, hein, sur une énorme pop. Bon, c'est un peu exagéré quand même. Ça paraît, mais de toute façon, ce match, là, il est déjà au stade de l'inconscience là. De toute façon, à partir du moment en plus où Solo est dans le ring, bon, voilà, moi, j'avais déjà ma petite idée en live, hein, sur qui pouvait se pointer ensuite, et j'ai trouvé d'ailleurs l'idée brillante. Et le thème de Cena retentit sous une pop assez gigantesque, et ça fait parfaitement sens ici, hein, après l'assassinat véritable que Cena avait subi à Crown Jewel en novembre dernier, et finalement, le fait qu'il vienne seulement maintenant pour s'en prendre à Solo, permet de comprendre pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt, car ça avait bien plus d'impact de le faire dans ce match-là, hein, Mania 40. Et Cena n'oubliera pas de porter un double à Reigns pour bonne mesure, hein, puis à Solo sur la table des commentateurs, comme à ses plus beaux jours. Et dans la foulée, forcément, on l'attendait aussi. Le Rock arrive pour continuer de figer le temps, pour mieux le remonter et célébrer ce 40e Mania en revenant sur les grands noms qui ont marqué l'histoire de ce show. Le face-à-face Rock-Cena fait vibrer la foule comme jamais et hautement symbolique. Le Rock achèvera Cena avec un Rock Bottom de façon très brutale. Et au moment où le Rock s'apprête à fouetter Cena avec sa ceinture, c'est le thème du Shield qui retentit carrément. Hein. Alors non, bon, c'est pas Dean Ambrose, hein, qui arrive, hein, mais bien sûr Seth Rollins qui apparaît. Mais Reigns a été plus malin et a pu l'intercepter avec un Superman Punch, alors que Rollins avait une chaise en main. Tout en portant la tenue du Shield, hein, bien évidemment. Et alors que le Rock peut enfin fouetter Cody, c'est le gong de l'Undertaker qui retentit. La pop est encore plus gigantesque. C'est de la folie totale. Alors si je pinaille un petit peu, je dirais ici que le Taker n'est pas le nom qui a le plus de sens pour venir s'en prendre au Rock, mais à mon avis je pense que la vérité c'est que Stone Cold était prévu dans un premier temps, mais qu'il a sans doute dû décommander, d'où le remplacement par Taker, car évidemment que s'il y en avait un pour venir s'en prendre au Rock, c'est bien Stone Cold, vu qu'ici on est en train de célébrer 40 ans de WrestleMania à travers ce match, mais bref, bon, c'est pas grave, ça a bien fonctionné au plus de public bien sûr, la lumière s'éteint,
et se rallume. Taker apparaît face au Rock et lui porte un choc slam sous une pop incroyable. La lumière s'éteint et se rallume à nouveau. Voilà, Taker a disparu. La ceinture Mama Rhodes est au sol, hein, bien apparente face à la caméra, tandis que Reigns et Cody sont en train de ramper. Hein, il y a une très belle image là, c'est vraiment du cinéma. On prend soin du moindre détail. Et là, on assiste à nouveau à une masterclass de storytelling, peut-être même le moment que j'ai préféré finalement, puisque Reigns se retrouve entre Cody et Rollins, avec une chaise qui est posée par terre. Il se retrouve face à un dilemme là, celui de frapper Cody, hein, histoire d'avoir toutes les chances de conserver son titre, ou bien de se délivrer d'un traumatisme long de 10 ans, après la fameuse fin du Shield qui avait vu Rollins frapper Reigns avec une chaise de la même manière, et puis en retombant comme ça la gorge sur la corde, quoi. Et ça fait également écho au fait que Rollins avait précisé à Cody, à Raw, il y a quelques temps de cela, qu'il n'y avait qu'un seul homme capable d'être son bouclier, hein, et donc son shield. Donc tout cela permet de justifier aussi la tenue de Rollins, hein, et tout l'angle du shield qu'on est en train de voir. Et finalement, Reigns va choisir de se libérer de ce traumatisme plutôt que à s'attaquer à Cody, en frappant Rollins plutôt que Cody. Et c'est un choix qu'il risque de regretter amèrement, hein, durant le reste de ses jours, puisque Cody va enfin réussir à porter 3 Crossroads de suite, hein, le fameux 3e Crossroad, pour enfin finir sa fichue histoire. Samantha Irvin est en pleurs et a bien du mal à annoncer le nouveau champion. Bref, pour la première fois, un Rhodes est champion du monde chez VVE, hein, c'est tout ce que l'on attendait. Et en live, je vous l'avais dit, hein, j'ai pas eu d'énormes réactions, hein, j'ai pas explosé. J'ai juste dit, enfin. Voilà, et je me suis dit qu'on pouvait enfin passer à autre chose. La fin de 3 ans et demi d'une incroyable storyline, hein, qui avait commencé à la pandémie, ça paraît si loin. C'est peut-être la meilleure histoire, hein, de toute la compagnie, de toute l'histoire de la compagnie, mais qui aura malheureusement péché, hein, sur la dernière année, en faisant probablement l'année de trop, se disant possiblement qu'il valait mieux attendre le symbole de la 40e édition de Mania pour avoir enfin le dénouement de cette histoire, quitte à en faire trop et à lasser les gens. Une bonne partie des babyface ayant eu des problèmes avec Reigns sont là, hein, autour de Cody, pour la célébration finale, y compris aussi Voldemort, dont le heel turn ne semble donc pas être une option pour le moment. Mama Rhodes et Brandy Rhodes sont bien évidemment là aussi, ainsi que la sœur de Cody, et ainsi que Negative One, hein, le fils de Brody Lee Jr., hein, de Luke Harper, qu'on avait déjà aperçu il y a un an. Donc c'est plutôt sympa pour lui. Dernier discours de Cody qui remerciera Triple H et Bruce Pritchard, hein, les deux hommes sans qui il ne serait pas revenu chez VVE. Il est porté en triomphe et l'on verra aussi une chouette poignée de main avec Rollins qui semble bien boiter, hein, et c'est pas sûr que cela soit un work pour le coup, hein. On finit le show ainsi. L'évaluation de ce match, elle est pas facile car ce match semble suspendu dans le temps. Ma note est très élevée, hein, et c'est même la meilleure note que j'ai donnée à un match de PLE cette année à la VVE, hein. Tout simplement, 4,5, tout simplement parce que c'était le main event de Mania 40, le moment tant attendu de la fin de la story, et que même d'un point de vue in-ring et construction, ce match est vraiment bien travaillé, hein. On s'ennuie moins que d'habitude avec les matchs de Reigns, ça monte progressivement en pression, et on attend évidemment tous l'overbooking. Évidemment, cet overbooking sera plus qu'énorme, et c'est sans doute un poil trop à ce stade-là, mais ici, il s'agit de célébrer 40 ans de WrestleMania à travers quelques-unes de ses plus grandes légendes et de ses plus grandes figures. Les confrontations qu'on a pu voir étaient mythiques, et à part l'absence de Stone Cold, qu'on aurait bien sûr aussi pu mettre à la place de Taker, ça n'a rien changé à ce grand moment, et le public a popé comme jamais, hein, lors de chacune des entrées de ces différentes légendes. Et l'écriture finale autour du Shield est tout de même une grande masterclass, et si l'on va encore plus loin dans l'analyse, hein, j'y ai pensé après, je me demande même si le fait que Rollins ait été le seul à battre Reigns durant son long règne, même si c'était juste par DQ, n'était pas aussi fait à dessein, pour nous prouver que finalement la fin du Shield était peut-être encore un élément que Reigns n'avait jamais avalé, et que ça explique aussi qu'il ait pété un plomb en se faisant disqualifier à l'époque, quoi. Et du coup, le fait pour Reigns de se libérer de ce poids 10 ans après était certes une bonne chose pour sa santé mentale, mais ce sacrifice lui aura aussi coûté le titre en contrepartie. Bref, j'aime beaucoup toute cette écriture bien soignée, et l'idée qu'on puisse ramifier sa seule défaite en solo face à Rollins à la fin de ce match face à Cody. Bref, l'épicness était là, le public était à fond, le storytelling aux petits oignons, les stars étaient de sortie, et le fanservice absolument total, à l'image de cette nuit 2.
Donc ça me paraît donc logique de bien noter ce match, qui est donc pour le moment le match of the year chez VVE. Je n'ai pas vu mieux pour le moment. Hein, ça avait vraiment la gueule d'un match de Mania et d'un main event de Mania. Je suis en tout cas content de pouvoir enfin passer à autre chose et d'écrire une nouvelle ère, hein, comme l'annonçait Triple H en tout début de nuit 1, comme s'il avait finalement d'ailleurs spoilé en quelque sorte ce qu'il allait se passer, hein, lors des principaux matchs de Mania 40. Hein. Le fait de passer à une nouvelle ère, ça pouvait sous-entendre d'avoir plusieurs nouveaux champions, quoi. Et Cody d'ailleurs a déjà teasé sur Twitter un changement de ceinture. Hein. On voit sa ceinture là, et notamment à côté une vieille ceinture avec un aigle, hein, comme à la belle époque. Ce serait tout à fait possible qu'il en fasse faire une nouvelle, comme voilà, à l'époque de l'âge d'or où on voyait cet aigle. C'est possible, mais moi je serais pas contre qu'on ait ce nouveau design, quoi. Voilà, bah, j'en ai terminé un peu plus d'une heure pour la review de cette édition de Mania, hein, Mania 40. Bah, c'était un peu plus d'une heure, c'était long, c'est sûr, hein, mais là c'était pratiquement 2 pay-per-view en un, hein, dont il a fallu faire la review. Bah, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, et bien entendu aussi à donner votre analyse des choses en commentaire, toujours dans la bienveillance bien entendu. Vous avez bien entendu le droit d'être pas d'accord avec moi, et bien, oui aussi d'être d'accord. Vous n'hésitez pas aussi à donner vos notes et voilà, vos différents ressentis, tout ce que vous voulez. Comme je l'indique là sur le visuel, le prochain rendez-vous ce sera le 28 avril pour le Morceau Catch numéro 28. Donc ça tombe bien, 28 avril. Morceau Catch 28, et bah, on va parler hein, évidemment des pronostics de Backlash France. Ah oui, c'est quand même important pour nous là, c'est un grand événement, hein, ça arrive pas souvent, donc voilà, ça sera l'occasion de fêter ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention, portez-vous bien, excellente semaine à tous, hein, et continuez de regarder du catch, et on va suivre avec attention le Raw et le SmackDown Post-Mania, les call-ups, les grandes annonces, les surprises, les turns, il va y avoir énormément de choses, et puis la draft qui va arriver bientôt. Bref, ça va être très très intéressant. En tout cas voilà, portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch, et cero miedo. Ciao à tous.